Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle réunion d'information publique, réunion qui est organisée par Madame Francine Watkins, conseillère des Français de l'étranger pour l'Ontario et le Manitoba, avec son équipe. Et ce soir, donc, pour thème, nous aurons la santé mentale durant le Covid pour les enfants et les adolescents. Réunion d'ailleurs avec pour invités Léandra Desjardins et Thomas Vanté. Durant cette réunion, on va le voir un petit peu plus tard le déroulé, mais juste avant, je m'appelle Thomas Brossas, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et avec Solange Strom et Yann-Alexandre Girard, nous allons animer un peu cette réunion, on va lui donner un cadre, et en parlant de cadre justement, donc ça va durer aujourd'hui 60 minutes, il y aura un exposé, des questions-réponses, toutes les questions s'il vous plaît, veuillez les poser dans le chat par écrit, étant donné que les micros vont être coupés par confort, juste pour qu'on s'assure qu'on puisse écouter convenablement la présentation de nos invités. La réunion aussi est enregistrée, donc si vous ne voulez pas apparaître, merci de couper votre vidéo dès à présent. Comme vous l'avez compris, une équipe à votre écoute et vous verrez que, d'ailleurs, n'oubliez pas de vous servir un peu d'eau, du thé ou du café. Je fais la remarque à chaque fois, mais il faut rester hydraté. Pour l'agenda de ce soir, donc comme d'habitude, un mot de bienvenue de Francine Watkins, l'exposé de nos deux invités. S'ensuit après donc les questions-réponses qui seront posées à la fois par Solange et par Yann-Alexandre, et enfin une conclusion de Francine. Donc sans plus tarder, mesdames et messieurs, Francine Watkins, conseillère des Français de l'étranger. Merci Thomas et bienvenue à tous. Je m'appelle Francine Watkins et je suis votre conseillère des Français de l'étranger pour l'Ontario et le Manitoba. J'aimerais tout d'abord vous dire que nous sommes vraiment ravis de vous voir toujours aussi nombreux à notre cycle de conférences et nous sommes aussi contents de voir que les sujets que nous vous proposons suscitent un tel engouement. J'aimerais tout d'abord vous présenter l'équipe qui m'accompagne dans cette aventure. Yann-Alexandre Girard, cadre hospitalier universitaire. Solange Strom, chef d'entreprise et conseillère du commerce extérieur. Thomas Brossard, spécialiste des ressources humaines. Sabine Soumaré, directrice des communications et du marketing Diversity Institute. Frédéric Rivière, directeur d'école, et Bénédicte Bruder, interprète de conférence. Ce soir, nous avons donc le plaisir d'accueillir Léandra Desjardins et Thomas Vanté. Léandra Desjardins est psychologue clinicienne chercheur au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine de Montréal. Elle a obtenu son doctorat en psychologie clinique à l'université Vanderbilt et effectué une résidence ainsi qu'un post-doctorat à l'hôpital SickKids de Toronto. Son travail clinique inclut l'évaluation socio-comportementale et cognitive des jeunes enfants. Elle a aussi fait beaucoup d'interventions thérapeutiques comme psychologue clinicienne auprès des enfants, adolescents, jeunes adultes et leurs familles. Son programme de recherche vise à soutenir l'adaptation psychosociale des enfants atteints d'une maladie chronique, en particulier le cancer. Elle s'intéresse à l'adaptation face à des facteurs de stress contrôlables et incontrôlables, la régulation émotionnelle, la communication et les relations sociales chez les jeunes. Travailleur social de formation, Thomas Vanté compte 15 ans d'expérience professionnelle comme thérapeute en santé mentale pour les enfants, les jeunes et les familles, ainsi qu'une très bonne expertise en enseignement post-secondaire au collège La Cité à Ottawa. Sa pratique de thérapeute l'a amené à travailler avec une clientèle diversifiée, atteinte de troubles de santé mentale modérés à sévères, avec ou sans troubles concomitants. Il s'intéresse tout particulièrement à la situation des nouveaux arrivants et des francophones en milieu minoritaire de la région du Grand Toronto, qui ont besoin de services adaptés à leur situation. Sans plus tarder, je cède la parole à Léandra Desjardins et Thomas Vanté. Merci pour cette belle introduction.
Alors, moi, je vais céder la parole à Thomas pour commencer et puis ensuite, je vais continuer. D'accord, merci Alexandra. Avant même qu'on va directement avec les diapos, c'est un privilège, je suis très content d'être ici ce soir. Quand Leandra m'a proposé de pouvoir faire la présentation avec elle, je n'ai pas hésité une seconde, j'ai dit tout de suite, je ne mets pas de garant pour pouvoir le faire. Et j'espère l'information qu'on va partager avec vous sera quand même assez utile. Ou du moins, on peut apprendre de vous autres aussi. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Comme notre cher ami Thomas disait, vous pouvez les écrire dans le chat. Et ensemble, à la fin de la présentation, on pourrait prendre un peu de temps pour en discuter un peu plus en détail. En ce qui nous concerne, Léa et moi, on a préparé quelque chose, mais la façon dont on s'est organisé pour pouvoir le faire, on a regardé un tout petit peu le recensement des écrits. Moi, je suis la personne qui allait faire cette petite recherche-là pour voir ce qui a été dit en ce moment, en ce qui a trait l'impact psychologique ou du moins la pandémie, l'effet de la pandémie sur la santé mentale des enfants et des jeunes. Alors là, je regarde un tout petit peu. Alors, vous savez que ça fait pas très longtemps. Bon, c'est 1 an qu'on est dans cette situation-là, c'est sûr que ça nous affecte, mais les recherches comme telles, scientifiquement, à long terme, il n'y a pas eu beaucoup qui ont été faits. Il y a quand même des rapports, il y a quelques petites recherches un peu partout dans le monde qui a été fait parce qu'on veut comprendre et on essaie de pouvoir alerter les gens à ce qui se passe en ce moment et comment cette situation à laquelle on fait face a un impact sur les jeunes et les enfants. Moi, j'ajouterais aussi leur famille, parce qu'on peut voir la chose de façon plus systémique aussi. Alors, si un enfant vit un problème de santé mentale, c'est certain que ça aura un impact ou un effet sur le reste de la famille aussi. Alors, en gros, je veux que vous sachiez qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'écrits sur le sujet, mais il y en a quand même pas mal d'articles qui ne sont pas scientifiques, des petits rapports qui ont été faits aussi par certains gouvernements, certains sur le plan politique aussi, à informer les gens un tout petit peu de ce qui se passe. Et je crois aussi les gens qui sont placés, qui travaillent dans le milieu, le réseau de santé ou santé mentale, comme Léandra, a une idée aussi, faire aussi des constats, comment la situation, ce qui se passe en ce moment. Moi, en clinique, je rencontre des jeunes et des enfants, mais pendant cette période-là, on a vu quand même aussi, on a observé aussi des changements. Et les motifs des demandes aussi ont été quand même un peu diversifiés un tout petit peu. Et là, on comprend, on peut faire le lien direct, peut-être c'est dû à la situation dans laquelle on est en ce moment, qui amène vraiment une augmentation un peu de demandes en service en santé mentale, qui est en lien avec le stress, l'anxiété, des choses comme ça, chez les enfants et chez les jeunes. Donc, la troisième diapo, peut-être la prochaine. Alors, la façon dont on a organisé le petit PowerPoint, je présente d'abord les facteurs de stress, parce que c'est par là qu'il faut commencer. Alors, on fait face à une situation, il y a quand même l'élément de dangerosité qui se présente, c'est un danger, et ça nous demande à notre organisme de pouvoir s'ajuster. Alors, la pandémie est arrivée, alors on va voir quels sont les facteurs de stress vraiment pour chaque catégorie. On va regarder chez les enfants et les ados, comment ces facteurs de stress-là, qu'est-ce que ça leur demande pour s'ajuster. Et aussi, on va regarder chez les familles. Par après, on va aussi présenter quelques éléments en ce qui a trait les facteurs de risque et de protection, ce qu'on appelle, bon, et puis il y a des gens qui sont plus vulnérables que d'autres. Comment la suite va engendrer une détresse plus élevée à comparer à d'autres personnes qui ont quand même plus de ressources ou bien qui ont plus de facteurs de protection. Et par après, on va regarder sur le plan psychologique. Qu'est-ce que ça a amené chez les gens lorsqu'on parle de santé mentale? Et là encore, on va diviser en 2 grandes catégories. Il y aura les enfants et les ados et les familles de notre côté. Est-ce que le rythme est bon? Je sais que je parle très vite, mais j'espère que ça se passe bien. Léandra, ça va? Oui. C'est bon. Oui? Bah, parfait. Alors, lorsqu'on parle de facteurs de stress, alors la pandémie est arrivée, vous vous rappelez, ça ne fait pas trop longtemps. Bon, écoutez, on en parlait un tout petit peu. Et là, c'est arrivé en Amérique ou en Europe à partir du mois de mars dernier. Et là, c'est la première vague où on a commencé avec le confinement. Alors, ce que ça a amené, parce que c'est sûr que ça a chamboulé la routine des gens, des familles.
Pour les enfants et les ados, c'est absence de scolarité en présentiel parce qu'il fallait rester à la maison. Alors, c'était la mesure par excellence qu'on avait mis en place pour protéger les gens, pour éviter vraiment que la propagation du virus. Mais de notre côté, par ricochet, ça a un impact quand même sur les gens parce qu'on avait quand même une façon de s'organiser, des routines établies. Et là, tout d'un coup, il faut se réajuster et s'adapter. Alors, tout ça, s'adapter à une nouvelle situation, ça demande vraiment, c'est un stress. Il faut comment on va vraiment s'adapter à ces nouveaux stresseurs-là. Alors, il y a aussi disparition des rythmes de vie réguliers. Alors, il y avait les familles, une façon d'organiser pour les enfants, se lever le matin, s'organiser, se rendre à l'école. Il y avait une heure aussi pour le souper, la lecture, faire la lecture, se préparer pour le dodo. Et il sache aussi le lendemain, il doit se préparer pour se rendre à l'école. Alors, tout ça a été mis en mode veilleuse pour un bout de temps avec les mesures de confinement. Perte de contact avec le groupe des pairs, ce qu'on veut dire par là, les enfants, ils apprennent par observation. Ils ont besoin d'être avec les jeunes de leur âge pour développer des habiletés. Alors, durant la période de confinement, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Alors, ils se retrouvent à la maison avec leurs parents. C'est sûr qu'ils ont un bon lien d'attachement avec leurs parents. Ça, c'est quand même bien. Mais de notre côté aussi, pour leur développement, ils ont besoin de ces deux modèles-là. Un lien d'attachement sécurisant avec leurs parents, la famille, d'un côté, mais aussi les jeunes de leur âge avec qui ils font des activités et ils développent des habiletés sociales. Pour les ados aussi, c'est la même chose. Alors, ils ont quand même une bonne relation d'attachement avec leurs parents, mais les jeunes de leur âge, c'est important aussi de passer du temps avec les jeunes de leur âge. Et en période de confinement, ce n'est pas quelque chose qu'ils pouvaient faire. Alors là, ça crée une distance sur le plan social et vous pouvez imaginer qu'ils doivent mettre en place d'autres façons de pouvoir garder contact avec leurs amis. Et pourtant, lorsqu'on parle sur le plan social, on sait que la proximité, c'est important. D'être avec leurs amis proches, passer du temps sur la cour de récré, s'échanger, et c'est quand même quelque chose c'est un élément très positif pour leur développement. Il y a aussi le stress ressenti chez les parents aussi, parce que bon, c'est une nouvelle situation, il y a des nouvelles qui viennent un peu partout, et on n'arrive pas à avoir les bonnes informations, ça cause du stress. Et un parent qui est stressé, c'est sûr, c'est transférable aussi aux enfants. Vous savez de quoi je parle? Vous pouvez même amener des exemples concrets à la maison, comment ça se passe. Tension due à la promiscuité aussi. Alors, même si vous habitez dans une grande maison, les enfants ont leur chambre, mais se trouver dans la maison 24/24 pendant une période X de temps, c'est sûr, ça peut amener des tensions. Là, je ne fais pas allusion aux tensions dans les rôles de parents, dans les rôles, mais plutôt tension par le fait qu'on se trouve 24/24 dans le même espace à faire des choses. Difficulté à comprendre le fonctionnement de cette nouvelle maladie-là. Encore moi, je me pose encore des questions. Je ne connais pas grand-chose en ce qui concerne cette maladie. Alors, on se pose des questions, on essaie de s'informer. Et ça aussi, parce qu'on ne sait pas vraiment là-dessus. Crainte du chômage, parce qu'il y avait des adolescents qui travaillaient quelques heures après l'école. Vous comprenez, en ce moment, soit les restos sont fermés, ou les boulots. Alors là, ça leur affecte parce qu'il n'y a plus moyen de pouvoir continuer à aller travailler, de gagner un peu d'argent. Et les jeunes adultes aussi, c'est la même chose aussi. Sur le plan professionnel, il y a une remise en question qui se fait. Et là aussi, il y a ce qu'on appelle des sentiments d'inquiétude qui s'installent. Pour les familles, lorsqu'on parle de stresseurs, facteurs de stress, peur de l'infection, parce qu'au début, bon, c'était le groupe d'âge, les personnes âgées. Ça veut dire que les parents qui se retrouvent, lorsqu'on en parle, l'effet sandwich, ça veut dire qu'ils doivent s'occuper de leurs enfants et s'occuper de leurs parents. Et il y avait cette fragilité-là pour les parents. S'ils atteignent cette maladie-là, on comprend toute la complication avec la chose. Absence d'informations claires sur la pandémie. Bon, là, je ne fais que répéter. Et on a entendu plein de choses dans les nouvelles, mais les informations, des fois, ne sont pas tout à fait claires à 100% pour les gens et les gens se questionnent. Et c'est pour ça, peut-être même aujourd'hui, même en faisant une activité comme celle-ci, les gens sont encore intéressés parce que je crois qu'ils ont encore des questions. Il y a des autres qui veulent comprendre. Alors, dû au confinement aussi, qui est quand même quelque chose qui découle de l'infection comme telle. Alors, on a l'infection comme telle, mais les mesures qui ont été mises en place par les gouvernements pour éviter la propagation. Et le confinement comme tel a amené aussi
du stress pour les enfants et les familles. Les gens s'ennuient parce qu'ils ne peuvent pas sortir pour aller faire des activités avec d'autres personnes, ou bien des amis, ou les gens de leur âge, les autres familles. Il y a quand même au niveau professionnel une instabilité. Il y a quand même des gens qui ont perdu leur boulot, qui sont temporairement mis à pied. Alors là, il faut réajuster aussi. Alors, peut-être au niveau économique aussi, il y a moins de salaire pour la famille si c'est juste un parent qui travaille et l'autre, pour des raisons, le parent a été mis à pied à son travail. Et une autre chose aussi que j'ai remarqué qui a causé beaucoup de stress, certaines familles, et surtout les familles avec qui je travaille ici à Toronto, c'est école à la maison. Alors, si toutefois, comme pourvoyeur ou bien comme parent, la plupart du temps, les deux parents travaillent, maintenant, tout le monde est confiné à la maison, il doit continuer le travail à distance, mais en même temps, il doit aider leurs enfants, ou bien faire l'école à la maison. De façon de pouvoir expliquer la chose, les enfants ne sont pas autonomes, il y a des nouvelles plateformes, il y a quand même toutes des choses à mettre en place et ce sont les parents qui doivent être disponibles pour accompagner leurs enfants dans ce processus-là. Alors, vous imaginez le travail, le surcharge de travail pour les parents, ce qui amène en bout de ligne, vous allez voir sur le plan psychologique de santé mentale, un genre d'épuisement sévère chez certains parents avec qui je travaille. Et là encore, cohabitation 24/24, et voilà. Et facteur de vulnérabilité ou facteur de risque, on pourrait dire, si toutefois dans une famille où un enfant est déjà atteint d'un handicap, d'un trouble développemental préexistant, vous comprenez que ça rend la situation encore plus complexe pour la famille, pour l'enfant. Apparence à un milieu social défavorisé aussi, pourrait jouer aussi comme facteur de risque aussi, qui fait en sorte que les catégories-là, ce groupe d'enfants-là, ce genre de familles-là sont encore plus à risque au niveau psychologique dû à ça. Présent d'un dysfonctionnement relationnel conséquent, ça veut dire qu'au niveau relationnel, ça veut dire si toutefois ce n'était pas une famille chaleureuse, au niveau de la communication, la relation n'était pas déjà bien établie, vous comprenez cet élément de stress-là qui vient de s'ajouter, c'est sûr que ça va amener plus de tension et une dysfonction au niveau des relations entre les membres de la famille. Famille recomposée, alors ce que ça veut dire que si on a une garde partagée, vous comprenez que comment c'est plus difficile avec le confinement de pouvoir respecter les modalités de la garde en question. Facteur de protection, on a quand même, alors si une famille a de la résilience, ce que Léandra va amener un peu plus tôt, d'où l'importance de développer la résilience et d'encourager les familles à faire ça. Ça, c'est un élément qui va leur protéger leur santé mentale par rapport à la situation qu'on vit actuellement. Climat émotionnel familial apaisant, ça veut dire dans les familles où il y a la chaleur humaine, c'est chaleureuse, est attentif, est à l'écoute des enfants aussi. Aussi, les enfants qui ont un bon lien d'attachement avec leurs parents, ce qu'on appelle un lien d'attachement sécurisant. Alors, c'est plus facile si l'enfant vit une émotion négative intense. L'enfant sait que je peux tourner vers mon parent et il sera là pour me reconforter, me rassurer aussi dans une telle situation. On va parler aussi persistant d'un rythme régulier et des rituels apaisants. Alors, il faut vraiment s'adapter. Ça veut dire qu'on avait des routines qui étaient déjà établies, mais avec les mesures de confinement, il faut quand même revoir les routines, s'assurer que s'il y a d'autres choses qu'on peut ajouter ou enlever, rendre la chose peut-être un peu plus souple aussi, parce que le contexte dans lequel on est, on ne peut pas quand même continuer à garder la même routine. Encourager de l'expression des émotions des enfants, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Il faut encourager les enfants à nommer les émotions qu'ils ressentent. C'est normal. Faire face à une telle situation, on vit des émotions. Et à la fois des émotions très négatives, je pourrais dire, mais c'est bien aussi de pouvoir les nommer. Et c'est OK aussi que les parents aident les enfants à pouvoir les valider, normaliser ces émotions-là. Et aussi, quoi faire pour se calmer aussi, vivre des émotions plus positives. Et accès aux soins aussi, c'est un autre élément aussi. Alors, il faut s'assurer les ressources qui sont disponibles et est-ce que les gens sont facilement capables de pouvoir aller chercher les services et aussi est-ce que les services sont disponibles pour répondre aux besoins des gens aussi. Tout ça peut faire une différence. Alors, qu'est-ce que ça a fait sur le plan psychologique lorsqu'on parle l'impact de la pandémie sur la santé mentale des enfants, des jeunes et de leurs familles? Là, on a quand même quelques éléments qu'on a amenés.
Dans mon cas, dans le travail que je fais ici au centre avec les familles, les jeunes et les enfants, on voit qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui présentent des problèmes de troubles anxio-dépressifs. Ça veut dire que l'anxiété et la dépression. Et, et ça, de plus en plus. Et là, on va parler aussi des déficits d'attention. Ça veut dire que pour les enfants qui ont un niveau d'activité déjà assez élevé, même s'ils n'ont pas un diagnostic de TDAH, vous comprenez que le fait d'être devant un écran pendant des heures, ça peut amener un problème d'attention, de concentration, et les parents doivent être sensibles à ça aussi. Fatigue, trouble de sommeil et baisse d'appétit. Alors, si les parents observent ce genre de symptômes chez les enfants, chez leurs enfants, il faut quand même prendre en considération et se questionner pour bien comprendre est-ce que c'est vraiment quelque chose de passager qui arrive comme ça ou bien si ça persiste dû à la situation dans laquelle on est, il faut quand même penser à intervenir pour aider son enfant ou bien aller chercher de l'aide aussi pour s'assurer que le, les besoins de l'enfant sont bien comblés. Ce qu'on a remarqué dans les recherches que les articles que j'ai la chance de pouvoir regarder, on a remarqué aussi un risque assez élevé d'idées suicidaires chez les ados. Et on comprend vraiment pourquoi. Les ados qui se retrouvent enfermés à la maison, qui ne peuvent pas passer du temps avec leurs amis, ils vont utiliser les réseaux sociaux, bon, mais peu importe. En plus, les parents ont des attentes aussi envers les ados. Et là, ça amène des tensions dans la maison et aussi beaucoup plus de pensées d'inquiétude chez l'ado. Ça le met à risque vraiment de passer à l'acte. On a remarqué aussi des symptômes équivalents à un trouble post-traumatique, des flashbacks qui reviennent aussi, c'est plus difficile aussi, ça va affecter leur sommeil, ça va un changement d'humeur aussi, ils sont plus irritables. Alors, ce sont des choses aussi, si les parents observent ces choses-là chez leurs enfants, c'est important de pouvoir intervenir, premièrement parce qu'on pense que les parents sont compétents, ils font un travail déjà remarquable, c'est juste d'être plus sensible et d'être à l'écoute de leurs enfants dans cette situation. Et si toutefois le parent, pour X, Y raison, pense que l'aide de l'extérieur fera en sorte que je joue encore mieux mon rôle de parent, il ne faut pas qu'il hésite à aller chercher l'aide. Ce qu'on a remarqué aussi dans le cadre de mon travail aussi, lorsqu'on parle de conduite addictive, c'est que les ados surtout, il y a des parents qui disent maintenant ils passent plus de temps à jouer en ligne avec ses amis, ils ne veulent pas sortir de la maison pour aller faire de l'exercice. Et on sait que c'est très important pour une bonne santé mentale et physique de pouvoir faire de l'exercice physique. Et là, les ados, ils ne veulent plus. Alors, ils vont rester au sous-sol ou bien ils vont s'enfermer dans leur chambre à jouer à des jeux de vidéo. Et les parents se disent, écoute, je ne sais pas quoi faire, mais des limites, ça ne fonctionne pas. Je comprends de notre côté aussi, ils ont besoin d'être en contact avec leurs amis ou de faire quelque chose qui leur plaît parce qu'ils s'ennuient. Mais de notre côté aussi, développer cette façon d'adaptation, cette nouvelle adaptative peut avoir des conséquences à long terme sur le jeune en question. Sur les familles, ce qu'on a remarqué, c'est un appauvrissement ou renforcement des interactions familiales. Soit qu'il y ait des familles qui ont la chance de pouvoir avoir un réseau plus large et là, ils se renforcent pour passer du temps ensemble, donner du support mutuel, ou d'autres qui n'en ont pas du tout, qui sont complètement isolés. Possible détérioration du climat émotionnel familial, ça veut dire que ce qu'on expliquait, l'effet d'être 24 heures sur 24, le stress qui est là, si on ne les gère pas bien, c'est sûr que ça va amener les gens au niveau émotionnel dans un état qui est plus vulnérable, plus fragile. Ce que j'ai constaté aussi dans les écrits que j'ai consultés, c'est qu'il y a une émergence ou rechute des troubles psychiques. Alors, s'il y avait déjà à la base cette chose-là qui était préexistante, ça va émerger, ou bien les gens vont rechuter, vraiment. D'autres problèmes d'anxiété qui vont arriver, la dépression aussi. On va regarder aussi émergence ou rechute des difficultés relationnelles. Alors, si toutefois la communication n'est pas déjà excellente dans la famille, dans les familles, alors avec les stresseurs en ce moment et tout ce qui se passe, c'est sûr que ça peut encore rendre la chose plus difficile au niveau relationnel. On va parler d'émergence ou rechute de violence familiale. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, lorsqu'on parle de violence familiale dans tous les sens, soit c'est les conjoints envers eux-mêmes, mais aussi les parents envers les enfants. Alors, c'est quand même quelque chose, c'est un constat qu'ils ont fait aussi. Bon, c'est sûr qu'il y a d'autres recherches qui vont se faire un peu plus tard, plus poussées, qui vont nous amener des données plus concrètes de ce qui se passe en ce moment.
Et enfin, on a parlé aussi émergence progressive d'abus sur les enfants. J'en avais parlé à une collègue qui travaille à la Société de l'enfance, ici en Ontario, qui défend l'intérêt des enfants. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de signalements qui ont été faits dernièrement parce qu'on s'en rend compte que les parents sont débordés, épuisés et ils ont moins, le niveau de tolérance est beaucoup plus bas. Alors, ce qui va leur permettre parfois de passer à l'action. Ça veut dire qu'ils vont même utiliser la discipline corporelle. Alors, c'est vraiment dû au stress et la situation dans laquelle les parents se retrouvent en ce moment. Et pour terminer, qui est la chose, moi, tous les parents avec qui je travaille de près vont dire, écoute, Thomas, je suis épuisé de pouvoir jouer mon rôle de parent, de conjoint, d'employé et faire l'école à la maison, répondre aux besoins des enfants. Je suis plus capable. Et là, vous comprenez que si le parent n'est pas bien dans sa tête, dans son cœur et dans son corps, comment il sera capable de pouvoir prendre soin de ses enfants? Alors, quelque part, les enfants sont à risque. Alors, c'est là où on est rendu en ce moment, en ce qui a trait les données, les écrits que j'ai consultés. J'espère les informations que je partageais avec vous ont du sens quand même. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. À la fin, je vais essayer le mieux que je peux pour y répondre. Merci. Merci, Thomas. Alors, Thomas a fait une belle recension de tous les facteurs de stress, de vulnérabilité, une belle description. J'ai vu beaucoup de hochements de tête quand tu as décrit ce que vivent les parents. Mais là, on voulait un peu donner l'espoir dans la deuxième partie de la présentation aujourd'hui. Alors, ce que moi, je vais pratiquer, que je vais partager avec vous, pardon, c'est quelques stratégies un peu pratico-pratiques que, comme parents, les parents peuvent utiliser avec leur enfant, mais aussi avec eux-mêmes à la maison pour renforcer la résilience. Parce que Thomas l'a bien dit, vous êtes tous compétents. Alors, des fois, c'est juste de un peu miser sur les compétences qui sont déjà là et de les renforcer. Alors, je voulais commencer au début avec une diapo sur le bien-être des parents. Les parents sont vraiment à la base de pouvoir ensuite soutenir leur enfant. Alors, leur bien-être est primordial. La bonne nouvelle, en fin de compte, c'est que beaucoup de stratégies qu'on utilise pour soutenir les parents sont aussi aidantes pour les jeunes. Alors, il y a beaucoup de parallèles entre les deux. Alors, vous pouvez vous souvenir de cela dans l'application de ce qu'on parle aujourd'hui. Ça, c'est quelques items de base. Vraiment, à la base, pour pouvoir bien gérer ses émotions, il faut les reconnaître. Des fois, on vit beaucoup de stress ou on vit beaucoup de frustration ou de peur ou de tristesse, c'est très inconfortable physiquement parce qu'avec les émotions, il y a beaucoup de sentiments physiques. Alors, des fois, les gens vont essayer de les éviter. Alors, on ne les identifie pas, on ne s'en occupe pas. Mais en fin de compte, c'est très important de prendre un peu de temps de reconnaître qu'est-ce qu'on vit comme sentiment et ça va nous donner des indices de comment, en fin de compte, on peut utiliser des stratégies d'adaptation. Parce que toutes les informations que nous donnent nos sentiments sont importantes. Si on est triste, c'est que quelque chose était important pour nous. Aussi, on a peur, c'est qu'en fin de compte, on se sent d'une façon menacée, alors il faut mieux comprendre la source de cette peur-là. Comme on l'avait dit au début, moi, j'ai étudié beaucoup les facteurs de stress contrôlables et incontrôlables et comment bien les identifier. Parce que là, une pandémie, en gros, c'est un facteur de stress très incontrôlable, mais il y a des opportunités quand même pour reprendre le contrôle de la situation ou des situations spécifiques et de faire des choix. Alors, c'est aussi, ça, c'est très aidant pour ne pas toujours se sentir épuisé par la largesse des facteurs de stress incontrôlables. Où est-ce qu'on peut faire des choix? Vous avez fait le choix de venir à la présentation aujourd'hui. Merci. Alors, c'est à penser de où vous faites aussi des petits choix et les reconnaître, où vous reprenez le contrôle dans votre vie quotidienne. On le dit souvent de prendre des pauses, mais oui, c'est très important et de les faire avec une approche de pleine conscience. Oui, alors comment on peut vraiment être dans le moment présent pour bien, en fin de compte, profiter de notre marche autour du quartier.
Les stratégies de relaxation, des respirations profondes, parce que comme on dit, on est stressé, il y a une réponse corporelle physiologique, notre cœur bat très vite, alors comment on peut vraiment essayer d'apaiser ces sentiments-là quand on se sent débordé. Je recommande beaucoup d'avoir un panier d'outils. C'est bien des fois d'avoir vraiment physiquement un panier de choses qui vous sont réconfortantes. Ça peut être du thé ou un livre ou un jeu ou du coloriage ou n'importe quoi. Et des fois, c'est juste bien de savoir qu'il est là, même si on ne l'utilise pas tout le temps, mais de savoir que c'est une ressource que si on se sent débordé, qu'on peut prendre un 15 minutes et se trouver quelque chose qui peut nous aider. Chez les jeunes, des stratégies qu'on vous suggère, chez les jeunes, des fois, on a tendance à vraiment interpréter de ce qu'on pense qui est stressant pour le jeune ou qui le préoccupe, et finalement, c'est quelque chose de totalement différent. Alors, je vous recommande vraiment de commencer par l'interprétation de votre jeune. Demandez-lui vraiment avec une question ouverte ce qu'il comprend de la situation. Et ensuite, partez de là, parce que vraiment, il faut le rencontrer où il est, dans sa compréhension, pour pouvoir lui soutenir. Encore une fois, lui donner le contrôle où c'est possible. Chez les jeunes, c'est des choix très simples. Ce verre-là ou ce verre-là, cette couleur-là, ce jeu-là ou ce jeu-là. Mais chez les adolescents, c'est encore plus important parce qu'ils sont en recherche d'indépendance. Il faut vraiment soutenir ce besoin-là aussi. Alors, on peut donner des opportunités de faire des choix. C'est vous qui définissez un peu c'est quoi le contexte des choix. Alors, vous gardez votre contrôle parent, mais vous donnez l'opportunité de faire des choix et aussi de donner des responsabilités parce qu'on veut aussi soutenir cela chez le jeune. Alors, peut-être que c'est le jeune qui va choisir, l'adolescent qui va choisir, qui va cuisiner une fois par semaine. Comment on peut intégrer ça dans notre routine? Reconnaître le besoin de contact social et en discuter. C'est des questions très difficiles avec votre jeune, mais c'est quelque chose auquel il pense. Alors, il faut vraiment avoir cette conversation-là pour comment ça peut se faire de façon responsable et que vous soyez tous au courant de la situation. Comme ça, vous pouvez mieux aider votre jeune aussi. Je vois ça souvent. Il y a souvent, on dit souvent aux jeunes de ne pas faire quelque chose. On passe la journée à leur dire de quoi ne pas faire, mais finalement, c'est plus aidant pour un jeune si on peut leur dire spécifiquement quoi faire. Alors, tu peux jouer dehors, tu peux faire un casse-tête ou tu peux lire un livre au lieu de tu ne peux pas ou arrête de regarder la télé ou l'écran. Dans les stratégies d'adaptation, à la base, je l'avais mentionné, mais de faire l'identification des émotions, il y a des stratégies comme des hémomètres, c'est un peu des thermomètres de sentiments, ou de faire du coloriage avec les jeunes ou les adolescents aussi, de reconnaître où on retrouve le sentiment dans notre corps quand on vit un sentiment. D'une autre façon, ça c'est une autre stratégie, c'est utiliser un cœur et colorier un peu comment de chaque couleur c'est une émotion pour que les jeunes commencent à reconnaître en fin de compte quels sentiments ils vivent dans leur vie quotidienne. Je vous l'encourage à le faire comme adulte aussi, c'est une activité intéressante. Chez les parents, en fin de compte, c'est très aidant chez les parents s'ils peuvent reconnaître leurs émotions eux aussi et ils peuvent utiliser cela comme opportunité d'apprendre des stratégies de régulation émotionnelle à leur enfant, surtout en décrivant ce processus-là à voix haute. J'utilise souvent l'exemple de quelqu'un qui se fait couper dans le trafic et que c'est très frustrant, mais oui, alors on peut dire à notre enfant « là, je sens mon cœur battre très vite et je suis fâchée que cette personne m'a coupé dans le trafic. Alors, je vais prendre quelques grandes respirations profondes et là, je me sens prêt à continuer. » Alors, parce que les enfants, ils nous écoutent beaucoup plus des fois qu'on le sait. Alors, vraiment, utilisez ça à votre avantage. Des fois, les jeunes, c'est très difficile si on leur demande des questions directes, confrontantes. Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu as peur? Mais une opportunité qui est moins confrontante d'adresser ces questions-là, c'est de faire la lecture de livres socio-émotionnels avec des personnages qui vivent des grandes émotions. Et comme ça donne une opportunité de poser des questions à votre jeune. Est-ce qu'il ressent la même chose? Est-ce qu'il s'y reconnaît? Qui est un peu moins confrontant pour eux.
et d'encourager l'exprimer leur émotion par l'art plastique, le chant ou danser, pas juste en parlant. J'ai mis ici un petit exemple de dialogue que les parents peuvent avoir avec leur enfant à propos des émotions en 3 étapes. Comme Thomas l'avait dit, en fin de compte, si un enfant semble très triste ou vous dit qu'il est triste, en fin de compte, il y a souvent le sentiment d'avoir besoin de réparer ça, de résoudre le problème très, très rapidement. Mais en fin de compte, une bonne stratégie qu'on recommande, c'est de valider l'émotion. Comme ça, l'enfant, ça normalise un peu que oui, c'est correct de temps en temps, on est tous tristes ou on a tous peur. Alors, de lui dire, mais oui, tu as raison, c'est triste ce qui se passe maintenant. Et de prendre une petite pause, c'est ça, dans la conversation pour laisser la chance à l'enfant de vous en dire plus. Des fois, les gens vont aller très vite et ça ne donne pas à l'enfant la chance de dire, en fin de compte, il y avait quelque chose d'autre là qu'il voulait exprimer. Alors, de vraiment penser aux pauses dans notre conversation. Vous pouvez leur offrir d'en parler plus s'ils veulent. Est-ce que vous pouvez leur offrir que vous pouvez lui écouter s'il veut en parler, mais ça se peut qu'il n'est pas prêt à ce moment-là. Mais comme ça, il sait qu'en fin de compte, vous êtes prêt à l'accueillir et peut-être qu'il va vous revenir plus tard, une journée, une semaine. Et ensuite, aussi les réconforter et leur dire que vous pouvez rester avec eux s'ils ont vraiment une grande peine. Vous pouvez rester en proximité avec eux, même s'ils ne sont pas prêts à en parler. On recommande beaucoup une routine pour essayer de sécuriser les enfants, surtout dans des moments de grands changements et de grands stress. Quand il y a beaucoup de stress, mais en fin de compte, c'est très difficile, ça devient plus difficile la mémoire de travail, de se souvenir de qu'est-ce qu'on doit faire, oh non, on oublie quelque chose. Alors, une routine, ça stabilise, ça sécurise et c'est un peu plus facile de passer à travers. Avec les très jeunes enfants, c'est utile ou avec des jeunes qui ont un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme ou de TDAH, ça peut être utile d'avoir un horaire visuel pour qu'ils peuvent se placer dans la journée. C'est très difficile d'avoir une horaire pour une journée complète quand il y a beaucoup de changements des fois ou d'adaptations. Alors, c'est bien si vous avez une routine qui accompagne comme une activité spécifique de la journée, comme une routine de sommeil ou une routine de sieste ou une routine même de repas, que c'est tout le temps la même chose et l'enfant peut se replacer. Alors, un exemple de ça, ça serait d'avoir une stratégie de relaxation comme faire un peu de yoga ou faire un peu de pleine conscience avec les jeunes. Pas d'avoir d'écran 1 heure avant le dodo, mais des fois, on peut quand même écouter de la musique sur un iPad ou un iPhone ou écouter quelqu'un qui lit une histoire ou quelque chose comme ça. Mais j'ai mis une petite diapo ici sur les moments de transition parce qu'on voit chez les jeunes, mais aussi chez les adolescents, que c'est surtout là où on retrouve des moments de crise. Quand, peut-être que les parents vont se reconnaître, mais c'est quand on va surtout d'une activité qui est très plaisante et qu'on demande aux jeunes de faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire ou que c'est beaucoup moins attrayant. Alors, là, d'habitude, c'est là où que ça va se décomposer. Mais je vous suggérais d'y penser un peu où sont les moments de crise chez votre enfant. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe avant qui va précipiter cela? Et où possible, de passer à des activités très attrayantes, à des activités beaucoup moins attrayantes, avec une activité un peu neutre au milieu. Alors là, on suggère comme une collation, si vous passez de tes jeux vidéo pendant 4 heures, et là, on te demande d'aller ranger ta chambre, d'habitude, ça ne va pas très bien. Mais si on fait un jeu ensemble, 5 minutes ou quelque chose comme ça, d'habitude, ça passe un petit peu mieux. Yeah. Ça, c'était l'image d'un visage neutre que j'ai trouvé. J'avais un peu de difficulté. On a fait un genre de survol éclair pour essayer de passer à travers quelques petites choses que vous pouvez essayer avec vos jeunes à la maison, vraiment en tenant compte du fait que je suis très certaine que vous faites déjà des efforts héroïques pour être des parents présents, accompagner vos enfants et même
être parent durant une pandémie, c'est très difficile. Alors, merci de ce que vous faites pour vos enfants. Souvenez-vous, là, on a mis quelques exemples d'autres ressources qui sont disponibles. Si vous êtes inquiet, consultez. On en a mis quelques-uns là. Et s'il y a une urgence psychiatrique, si jamais vous vous sentez vraiment inquiet de la santé, de la sécurité physique de votre enfant, vous pouvez aussi consulter ou appeler 911 ou des services d'urgence. Mais il y a beaucoup de services différents qui sont disponibles pour votre famille à consulter. Merci beaucoup, Léandra et Thomas. Je reprends donc la main. C'était très intéressant. Effectivement, je pense qu'on a quand même quelques questions. Moi, j'en ai qui sont arrivées donc avant la séance de ce soir. Et je pense que Yann en aura peut-être dans le chat. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer avec les questions qu'on a reçues en avance. Donc, je vais les poser à tous les deux et à vous de choisir qui veut répondre à cette question. Donc, effectivement, cette pandémie a déclenché beaucoup de questions sur la santé mentale des enfants, des jeunes, des adolescents, des jeunes adultes. Avez-vous pu observer une tranche d'âge qui semble être plus touchée que les autres? Qui veut répondre? Je trouve que c'est une bonne question. Quand j'y réfléchis, initialement, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fin de compte, le stress peut affecter tous les membres de la famille. Des fois, on voit les comportements de façon différente chez les jeunes qui ont peut-être plus de tendance, on voit plus de crises, on peut voir des régressions aussi dans les comportements. Et chez les adolescents, ils ont peut-être plus tendance à être en retrait ou à passer beaucoup de temps, des fois, devant les écrans. Alors ça, c'est quelque chose auquel on doit penser. C'est comment on peut voir, en fin de compte, ces symptômes de façon différente chez les tranches d'âge différentes. Mais oui, comme Thomas l'avait mentionné, il y a aussi des sources de stress différentes pour les différentes tranches d'âge. Thomas, tu avais mentionné les jeunes adultes, de penser au marché du travail. C'est l'enfant de 8 ans pense exactement la même chose. Alors, c'est... Ouais. Et aussi, il faut ajouter aussi, ce qui serait intéressant au niveau des écrits quand je regardais, alors si on parle du groupe d'âge par rapport à l'infection, on va dire c'est plutôt 12-17, mais si on parle vraiment de santé mentale comme telle, et comme Aléandra disait, il n'y a pas un groupe en particulier. Ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est que les parents, s'ils ont observé des changements dans le comportement de leur enfant, de pouvoir faire le lien. Est-ce que ces changements-là sont arrivés nouvellement et ça peut être dû vraiment à la situation actuelle de la pandémie et de faire le lien. Et ça va quand même être une piste pour le parent de s'assurer, est-ce que la santé mentale de mon enfant est au beau fixe en ce moment? Les choses que j'observe en ce moment, quand c'est des changements de son comportement, plus irritable, des crises, l'adolescent qui s'isole, tout ça, il faut se questionner comme parent pour s'assurer, est-ce que mon enfant, il va bien? Ou bien ces comportements sont liés directement avec du stress, ou bien comment ça pourrait affecter sa santé mentale. Et dès que son fonctionnement, ça affecte son fonctionnement normal, là, on sait qu'on a un problème. Comment il va être capable de pouvoir apprendre, s'épanouir, faire les choses qu'il aime. Et là, on va rentrer vraiment dans un genre de tourbillon. On va pouvoir s'en sortir. C'est comme ça, moi, je dirais, c'est observer les symptômes et les comportements, ces changements-là et se questionner à savoir, OK, je les ai constatés depuis quelques mois et on est quand même dans une situation de pandémie. Est-ce que je pourrais faire un lien et s'assurer que je fasse l'intervention qui est nécessaire ou d'aller chercher les ressources aussi pour y répondre plus facilement? D'accord. Merci beaucoup, Thomas et Léandra. Alors, la question que tout le monde se pose, et je dirais même moi qui suis une mère, mais dont les enfants sont déjà grands, écran et Covid, n'est-il pas dangereux pour le développement des enfants de les exposer aux écrans si jeunes, alors que jusqu'à maintenant, de nombreux pédiatres recommandaient que les enfants en dessous de l'âge de 6 ans aient le moins d'accès possible aux écrans. Et soudainement, on passe complètement de l'autre côté. Quid des écrans?
Mhm. Moi, je veux valider vraiment l'expérience des parents, que c'est un moment très difficile, que la norme, elle a changé et qu'on voit plus de temps sur les écrans et que c'est quelque chose qu'on fait face aussi. Alors, chez les jeunes, ce qu'on encourage, c'est de planifier du temps sans écran. Comme on avait mentionné auparavant, que si on ne dit pas écran, il faut vraiment qu'on planifie d'autres choses pour que l'enfant fasse. Il faut aussi penser que tous les enfants vont avoir une expérience, que la majorité des enfants vont avoir une expérience un peu similaire aussi dans le contexte de cette pandémie-là aussi. Et ce qu'encouragent les experts, c'est que si l'enfant passe du temps devant l'écran, que le parent puisse un peu participer avec l'enfant, en fin de compte qu'ils regardent la même émission et que le parent puisse accompagner l'enfant, poser des questions ou regarde ce personnage ou qu'est-ce que tu en penses. Alors, s'il y a du temps devant les écrans, si on peut aussi favoriser un temps partagé devant les écrans. D'accord. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de recherches de toute façon sur l'impact de ces écrans 24 heures sur 24 depuis un an. On va devoir attendre plusieurs années, je pense. Oui, tout à fait. Nous avons une autre question d'une maman qui s'inquiète du manque d'interaction sociale. Ses enfants ne voient plus personne. N'y a-t-il pas, nous demande-t-elle, un risque de phobie sociale? Je ne sais pas si Léandra veut répondre, mais moi, je ne dirais pas qu'on pourrait voir les choses de cette façon, s'inquiéter en imaginant qu'est-ce qui va se passer dans le futur. C'est vraiment d'y aller en ce moment. OK, dû à cette situation, mon enfant ne peut pas rencontrer les pairs pour faire des activités. Alors, il fallait vraiment que je sois être beaucoup plus créatif à regarder qu'est-ce qui est possible en ce moment sur le plan social qu'il peut faire, même en étant en confinement à la maison. Est-ce que c'est un moment où on va s'arrêter pour avoir contact avec les grands-parents, comme Irlanda expliquait, du temps d'écran ensemble pendant 15 minutes, mais c'est créer des occasions pour faire vivre du succès à l'enfant sur le plan social. Mais si on se pose cette question-là comme parent, Léandra, dis-moi si j'ai tort, c'est qu'on crée un problème là, il n'y en a pas, il y a un sentiment d'inquiétude qui s'installe et ça peut être quand même néfaste pour le parent et son enfant, de pouvoir appréhender qu'est-ce qui va se passer par le fait que pendant un an, il n'a pas eu contact avec ses amis. C'est vrai, ça pourrait affecter sa santé mentale parce qu'à cet âge-là, ils ont besoin d'être en contact avec les jeunes de leur âge, mais je dirais aussi comme parent, c'est que je faisais les choses d'une façon, mais maintenant, dès la pandémie, je vais essayer de le faire différemment. Comment je pourrais créer des opportunités, des moments où mon enfant peut encore être en contact socialement avec d'autres jeunes. Ça peut être des cousins, des cousines, je ne sais pas trop, mais trouver une autre façon de pouvoir faire les choses. Mais j'éviterais de pouvoir D'anticiper quelque oui, chose qui n'est pas arrivé encore comme... non, non, c'est pas arrivé encore. Je n'ai pas de recherche vraiment pour appuyer ça. J'ai amené ça plutôt dans le cadre de mon travail. C'est pour ça que je ne sais pas si Léandra a quand même des données plus probantes. Comme disait Léandra, ce sont les choses qui sont incontrôlables. Donc, peut-être se concentrer sur celles qui sont contrôlables. Tout à fait, tout à fait. Je vais poser une dernière question, juste une minute. Yann, y a-t-il des questions dans le chat? Oui, j'ai effectivement. Attends, donc du coup, tu en as quelques-unes. Du coup, je vais peut-être en poser une dernière parce que je vois que l'heure tourne. Je vais poser une dernière question qui est arrivée en avance et puis après, je te laisserai en poser une si elle n'a pas été posée avant. Une maman nous demande, c'est un peu le même style de question finalement, c'est d'anticiper un possible attachement parental fusionnel qu'il sera difficile de rompre par la suite. Il n'y a-t-il pas, donc je pense qu'on a peut-être un petit peu répondu à ça, donc Thomas ou Léandra, le problème d'être avec les parents tout le temps et de se retrouver avec des enfants qui deviennent fusionnels. Du reste, une maman nous en parlait ce week-end où elle disait que ses filles ne la lâchent pas, même quand elle est dans la rue. Et comment rompre cela par la suite?
là, il faut peut-être les mots, il faut bien préciser les mots. Lorsqu'on parle d'attachement, si l'attachement est sécurisant, on n'a aucun problème. On n'a pas à se poser des questions. Mais dans ce cas-ci, on parle par le fait que les enfants se retrouvent à la maison avec le parent, lorsqu'on parle de la promiscuité et le pouvoir de 24 heures sur 24, et qu'il se pourrait bien qu'il y a un élément d'anxiété qui s'installe, de peur, et l'enfant s'accroche à son parent, ça, c'est autre chose. Alors, on a plus un problème de santé mentale qu'il faut regarder comment être là pour son enfant quand il a besoin d'être rassuré parce qu'il vit des peurs ou il ressent des peurs, et que je suis le parent pour l'aider à pouvoir bien gérer cette émotion de peur-là. Ça, on est quand même en business. Mais si de notre côté, on fait allusion à ce fusionnel-là parce que le parent dit, mais étant donné que mon enfant se trouve tout seul, je veux tout le temps être avec lui, ça, je ne sais pas trop, parce que ce que je sais, c'est que si toutefois je suis attaché à mon parent, ce n'est pas parce que je n'ai pas du temps que je veux un fusionnel, c'est plutôt je peux tourner vers mon parent quand il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je suis triste, je sais que mon parent va être là pour m'accueillir, rassurer, me reconforter. Et cette chose-là, j'en ai besoin pour mon développement. Alors, c'est que comment le parent fait des comportements d'attachement envers son enfant pour que ce soit un attachement sécurisant, c'est plutôt ça à prendre en considération, à regarder et s'assurer que, oui, tu te retrouves à la maison avec papa et maman en ce moment, tu ne peux pas faire des choses avec tes amis ou tes cousins, tes cousines, et c'est établir une routine, une façon de pouvoir faire des activités ensemble à un moment donné, mais des activités où l'enfant peut aussi s'occuper, soit à faire de la lecture ou autre chose, et c'est le parent vraiment qui doit se questionner et regarder comment faire les choses différemment pour éviter une situation qui soit débouchée sur un élément beaucoup plus négatif de la façon dont la relation se passe en ce moment. Oui, oui, ça me paraît très clair. Yann, je vais te laisser poser la question qui me semble très intéressante dans le chat et je pense que, écoutez, c'est un sujet tellement intéressant qu'on pourrait en parler pendant toute la soirée, mais je sais que tout le monde est très occupé et que la plupart de nos auditeurs ont passé beaucoup de temps déjà sur les écrans, donc on va garder l'heure. Donc, Yann, je te laisse poser la question d'un de nos auditeurs. Alors, effectivement, on a en fait deux questions rapidement. Premièrement, au niveau du décrochage scolaire, alors avez-vous des informations sur l'impact psychologique et la démission des jeunes quant à l'école en ligne? Et la dernière question, au niveau du deuil, comment gérer une situation de deuil dans la famille pour des jeunes enfants qui auraient perdu un être cher ou un grand-parent? Alors, est-ce que vous avez des outils? Voilà, merci. Et du coup, j'en ai une autre qui m'est arrivée aussi, donc j'aurai une autre question avant de finir. Je vous laisse répondre, Léandra ou Thomas. C'est ça. Ben, j'ai pensé à la question de deuil, surtout parce que c'est important de reconnaître et de vivre le deuil. Alors, le deuil de la mort de quelqu'un, comment on peut reconnaître et aider l'enfant à exprimer cette émotion-là et de faire des activités de deuil, de faire des dessins, d'écrire des lettres, qu'on pourrait mettre, d'avoir des souvenirs de quelqu'un. Alors, comment on peut reconnaître comment cette personne-là avait une place dans notre vie, comment on peut avoir des émotions différentes face à ce deuil-là. Alors, juste un petit point de rajout, plusieurs personnes vont vivre des deuils de peut-être des gens qui sont décédés de la COVID. Et je veux juste rajouter un point pour nous tous aussi, de reconnaître les deuils dans notre vie quotidienne que les gens vivent aussi, les deuils d'activités qui ont changé ou d'emplois qui ont changé ou de relations qui ont changé, pour les enfants qui n'ont pas fait leur activité d'anniversaire comme ils voulaient. Alors, il y a beaucoup de deuil dans cette pandémie qu'il faut reconnaître chez nous tous aussi. Lorsqu'on parle de scolaire, là encore, il faut comprendre que les recherches qui ont été faites là-dessus, c'est un sujet qui a été déjà d'actualité. Il y a quand même plusieurs éléments qu'il faut tenir compte. Il y a la motivation chez l'élève en question, mais aussi les ressources disponibles dans l'école. Ça veut dire que si l'école met à la portée du jeune en question ou de l'enfant en question des ressources, et aussi il y a quand même des enseignants ou des gens bienveillants dans cette école-là, il y a façon de pouvoir amener le jeune à pouvoir faire ses études.
Si on fait le lien avec la pandémie, à cause du confinement, la distanciation sociale et le fait de faire à l'école à la maison, je ne sais pas si cet élément-là que la personne voulait amener, qui va faire amener le décrochage, je ne suis pas sûr à 100%. Puis ça peut faire en sorte que certains enfants vont utiliser l'évitement scolaire, ne veulent pas aller à l'école, et ça peut amener à un décrochage. Mais il y a quand même plusieurs éléments à prendre en considération lorsqu'on parle de décrochage scolaire. Il faut penser, chaque enfant apprend différemment. Il faut que l'école ait des ressources disponibles. Il faut que l'enfant aussi se sente encouragé dans son apprentissage. Et aussi, s'il a des difficultés dans certaines matières, ils ont des moyens qui ont été mis en place pour l'aider. Parce qu'il faut l'amener à vivre du succès dans son apprentissage, qui n'a rien à voir avec son quotient intellectuel, mais ça peut arriver qu'un élève a une difficulté dans une matière. S'il est laissé à lui-même et il trouve ça difficile, il vit des échecs, vous comprenez que ça pourrait affecter son estime de soi et sa confiance en soi. Ça peut être un élément qui peut amener au décrochage. D'où l'importance de mettre toutes les morceaux du puzzle ensemble. Alors, il faut s'assurer qu'à l'école, à la maison, on parle de l'importance de pouvoir faire des études, d'apprendre, pour le motiver, mais il faut qu'il y ait des ressources disponibles aussi dans l'école pour les élèves aussi, et aussi des activités parascolaires. Il n'y a pas juste les matières, il faut que ce sentiment d'appartenance dans son école, des adultes qui sont disponibles, émotionnels, qui sont bienveillants, et aussi il y a l'élément dont j'expliquais, reconnaître les défis qu'il rencontre à l'école dans certaines matières, que ce soit sur le plan social, que ce soit pour l'apprentissage, mais qu'il y a des gens qui lui tendent la main, qui l'aident à surmonter ces défis-là. Et tout ça mis ensemble, on évitera le décrochage scolaire. Je ne sais pas si ce n'est pas une question, je ne veux plus aller à l'école, mais c'est plusieurs éléments qui sont là, que je n'arrive pas à surmonter. Et à ce moment-là, je me trouve impuissant devant tout ça. Qu'est-ce que je fais? J'abandonne. Merci pour cette réponse. Et on a une dernière question et je me permets de la poser même si l'heure est, on est arrivé à la fin de notre soirée. Nous avons un participant qui donc mentionne que l'apprentissage social est un élément essentiel pour l'équilibre de l'enfant. Les enfants sont en apprentissage à tous les niveaux, maison, école, et qu'il ne semble pas qu'il y ait un enseignement sur ce sujet en milieu scolaire. Évidemment, les parents ont un rôle à jouer, mais un support extérieur pour cet enseignement serait très utile. Pourquoi ne trouve-t-on pas une matière sociale dans le programme scolaire? Notre auditeur nous dit que ça pourrait désamorcer certaines situations, comme la COVID, où les enfants pourraient mieux se réguler. Qu'en pensez-vous, Léandra et Thomas? J'aimerais rencontrer cette personne. Ça, c'est mon rêve. Moi, mon rêve, c'est que dans les écoles, on a un cours sur les compétences sociales et aussi la régulation émotionnelle. Je pense que c'est des stratégies qui sont utiles pour nous de vivre, pour notre qualité de vie comme adultes, mais qu'on a besoin en grandissant dans notre développement aussi. Et des stratégies qui sont essentielles de comment on peut communiquer avec les gens, de faire reconnaître nos besoins, de pouvoir s'affirmer, de pouvoir s'excuser, de pouvoir partager avec les autres, d'avoir la confiance. C'est très essentiel. On le ressent, on le sait. Et ça a été mis beaucoup en évidence aussi avec la pandémie, comment ces relations sociales-là sont importantes. Alors, merci pour la personne qui a mis cette question. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si je ne m'abuse pas, je ne sais pas comment ça se passe ici au Canada, en Amérique, mais je sais qu'en Europe, je ne sais pas quel pays, je pense que c'est la Suisse ou je ne sais pas trop. Je crois que c'est un cours obligatoire dans les écoles en ce qui a trait les études sociales et la gestion, la régulation des émotions. Ils font des activités et c'est un cours qui est obligatoire à chaque année. En question. Je ne sais pas, je l'ai lu quelque part, je ne suis pas fou, mais je sais que c'est quelque chose qui existe. Oui, et je ne veux pas être négative. En fin de compte, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les enseignants dans les écoles, surtout pour enseigner des stratégies de pleine conscience, pour aider les jeunes. Alors, des efforts monumentaux qui sont faits vraiment. Et de ce que j'ai compris, mes parents étaient enseignants, c'est que ce n'est pas une partie intégrée jusqu'à date. Je pense qu'il faudrait l'intégrer pour nous tous, même sur nos lieux de travail. Qu'en pensez-vous?
Écoutez, merci beaucoup Leandra et Thomas. C'était vraiment intéressant. Je vais laisser tout de suite la parole à Francine qui va conclure cette très intéressante soirée. Merci Solange. Moi, je tiens à adresser vraiment mes chaleureux remerciements à Leandra et à Thomas qui ont accepté de répondre à vos questions sur un sujet qui est particulièrement anxiogène pour les parents et pour les enfants. Et en tant que grand-mère, je dois dire que moi, je me suis sentie très désemparée parce que pour la première fois, je n'ai pas pu aider ni mes enfants, ni mes petits-enfants tant que je n'ai pas été vaccinée. Et voilà, je pense qu'il y a eu vraiment des liens familiaux qui ont été distendus et il y aura aussi un travail à faire sur ce plan-là. Cette conférence s'inscrit dans un cycle de réunions d'information que j'organise depuis le début de mon mandat pour vous tenir informés. Le mercredi 19 mai, de 18h à 19h, ce sont 3 membres de l'équipe, soit Solange Strom, Sabine Soumaré et moi-même, qui viendront parler de leur parcours professionnel et qui interviendront donc sur le thème « L'entrepreneuriat au féminin ». Car les travaux de recherche récents ont montré que la COVID a vécu un impact disproportionné sur les femmes. J'aimerais simplement vous mettre au courant, si vous voulez, d'une nouvelle un petit peu inquiétante. Le gouvernement a déposé ce lundi un amendement préconisant le report des élections consulaires au mois de septembre dans environ 20 circonscriptions du monde entier. En fonction de la décision du gouvernement Ford, qui consisterait à prolonger la période de confinement jusqu'au 2 juin, il est fort possible que notre circonscription soit touchée. Et on m'a officieusement confirmé que tel serait le cas. Le gouvernement ne nous a pas consultés et ne nous informera pas vraiment si nous faisons partie de la liste avant le 21 mai, soit le jour même où le scrutin par Internet va commencer. Donc, je ne vais pas vous parler des modalités de scrutin cette fois-ci. Nous allons attendre la semaine prochaine pour savoir si vraiment nous sommes impactés ou non. Mais je tiens à vous dire que si ce vote est repoussé au mois de septembre, nous continuerons à vous accompagner durant la pandémie en vous proposant d'autres webinaires sur des sujets d'actualité et d'intérêt. En attendant, si vous avez besoin d'aide à propos de toute question, vous pouvez nous écrire à francinewatkins2021@gmail.com. Donc, dans l'intervalle, prenez bien soin de vous et de vos proches et à mercredi prochain. Et merci. Merci. Au revoir. Merci à tous.